qui ne sont pas toujours clairement indiqués dans ces programmes d'éducation pour la santé et qui peuvent même s'appuyer sur plusieurs modèles simultanément. Mais cela nous amène à promouvoir aussi l'idée que les formations à l'éducation pour la santé doivent être peut-être plus développées et les partenaires qui s'engagent dans la construction de programmes doivent pouvoir manier ces concepts théoriques. Et il faut effectivement connaître les limites et les spécificités. Alors, pour donner quelques mots de conclusion, on peut dire, pour résumer, que la politique de promotion de santé est par nature participative et incitative vis-à-vis de la population. Donc elle ne peut pas se concevoir, elle doit être co-construite avec la population. Son efficacité, et c'est une des difficultés de développer concrètement la politique de prévention au niveau de la politique nationale ou de la politique régionale, la politique de prévention ne donne ses fruits qu'avec un certain retard. Donc les fruits vont être recueillis peut-être avec 10 ans ou 15 ans de décalage par rapport à la mise en place des actions. Or, c'est vrai que dans la spirale actuelle qui consiste à vouloir des actions rapides de la part de nos hommes ou femmes politiques, la prévention, ça ne va pas se voir tout de suite. Donc c'est peut-être là aussi une des difficultés majeures pour montrer que l'efficacité, l'efficience de ces actions à long terme est réelle. Il faut aussi s'efforcer de développer au niveau des actions de promotion de la santé, d'éducation pour la santé, les mêmes exigences qu'on peut avoir par rapport à des nouveaux médicaments, par exemple. Donc, il faut faire la preuve que les actions sont efficaces. Donc, il faut qu'il y ait des études d'enquête qui permettent de montrer que le rapport entre les dépenses qu'on a consenties pour telle ou telle action d'éducation pour la santé ou de prévention, eh bien que ces dépenses sont en quelque sorte rentabilisées en termes de meilleure santé pour toute ou partie de la cible de ces actions. Je crois que c'est un devoir éthique de ne pas se contenter de développer les actions, mais de faire en sorte qu'elles soient également évaluées. Enfin, ces actions d'éducation pour la santé sont convergentes à la fois sur l'individu et sur la collectivité. Et on revient sur la définition d'un autre concept qu'on n'a pas abordé dans cet exposé, qui est celui de la santé communautaire, qui rejoint la notion qu'on connaît mieux au niveau de la programmation réalisée par les ARS, qui est la notion territoriale, et qui recoupe un peu la notion de communauté, comme cela a pu être développé au Canada. Donc la santé communautaire, elle doit susciter des actions qui sont construites à l'échelle des territoires, avec la population des territoires, et dans une efficacité liée à une cible territoriale particulière. Voilà, donc je vous remercie à nouveau de m'avoir donné l'occasion de rebalayer ces concepts dont vous pouvez constater qu'ils sont très ambitieux, parce qu'ils débouchent sur des modes de fonctionnement nécessairement de la démocratie, et ça implique, si on veut appliquer les recommandations de l'OMS et de la charte d'Ottawa en particulier, ça implique quand même de construire des actions
avec la population et adapté à des territoires particuliers. Je vous remercie beaucoup et je suis prêt maintenant ou après l'autre exposé à répondre à d'éventuelles questions. Merci, c'est nous qui vous remercions. Je vous invite peut-être à rejoindre la tribune juste au-dessus. Et puis, donc merci pour cet éclairage sur les concepts qui vont sous-tendre les travaux de cette journée. Ben, il est allumé. Je ne sais pas si on peut faire quelque chose. Voilà. On va voir comment ça se traduit sur le terrain avec Madame Ludovic Loquet. Alors, vous êtes responsable du service programmation, pilotage de la politique régionale de prévention à l'Agence régionale de santé. Et donc, vous allez nous présenter, je vais vous aider. Oui, je veux bien. Vous allez nous présenter le schéma régional de prévention. Oui, c'est ça. Voilà, une vingtaine de minutes. Ok, merci. Ça marche. Donc, bonjour, je suis Ludovic Loquet, je suis effectivement responsable du service politique de prévention à l'ARS et je remplace donc Christian Dutreil qui a eu un imprévu et qui ne pourra donc pas être là ce matin. Alors cette présentation sera faite suivant 3 axes. Tout d'abord les orientations qu'on a élaborées et proposées dans le cadre du schéma de prévention. J'illustrerai par quelques éléments de mise en œuvre et enfin quelques nouvelles perspectives qu'on a en ce moment à l'Agence régionale de santé. Alors, il faut savoir que la réduction des inégalités de santé est clairement le fil rouge, le fil conducteur du schéma depuis son élaboration. Il est le fil rouge du PRS et plus particulièrement de notre schéma PACA. Il faut savoir que les inégalités sociales de santé correspondent à des écarts d'état de santé en fonction de l'appartenance à un groupe social. Brigitte Moissonnier l'a évoqué tout à l'heure, effectivement, on parle dorénavant de gradient social de la santé, c'est-à-dire le lien entre l'état de santé et la position dans la hiérarchie sociale. Il faut savoir que l'état de santé, effectivement, s'améliore progressivement au fur et à mesure de l'élévation dans le gradient social. Alors, ces inégalités sociales de santé, elles sont perceptibles à partir des différences de taux de mortalité selon la catégorie socio-professionnelle, mais également du niveau de revenu et du niveau d'études. Un exemple qui vous est affiché là est un exemple assez flagrant, effectivement, sur l'état de santé, notamment sur le thème de la nutrition et de l'obésité, puisqu'on a constaté que 7% d'enfants obèses ont un père ouvrier versus 1% quand leur père est cadre supérieur. C'est pourquoi on a souhaité vraiment développer une stratégie qui avait pour objectif de réduire les inégalités sociales de santé et donc d'agir sur ce gradient social de santé, pas uniquement en ciblant les personnes les plus précaires, les plus défavorisées, les plus vulnérables. Il faut savoir que ces inégalités sociales de santé, elles suivent une distribution socialement stratifiée au sein de la population. C'est pourquoi, au sein du schéma régional de prévention, on a 3 plans d'action qui visent des publics vulnérables, en l'occurrence, pour le sujet d'aujourd'hui, les femmes enceintes, les parents et la petite enfance, les enfants, les adolescents et les jeunes, et enfin, les personnes en perte d'autonomie, à savoir les personnes vieillissantes et les personnes handicapées. Par ailleurs, on n'oublie pas non plus la population générale, les personnes qui sont entre 25 et 55 ans. Simplement, on a décidé de se focaliser plus particulièrement sur les publics qui se situent au-dessus des minima sociaux. C'est ce qu'on appelle vulgairement l'effet de seuil. Enfin, on a quand même un programme dédié aux personnes vraiment les plus démunies, les SDF, les personnes marginalisées. Et là, clairement, effectivement, la réduction des inégalités de santé prend tout son sens. Comme l'a dit Brigitte tout à l'heure, effectivement, on a décidé d'avoir également une approche territoriale et donc on a défini des priorités de travail spécifiques selon les types de territoires. Notre souhait était d'agir sur les territoires qui cumulaient une situation sociale dégradée et des indicateurs de santé préoccupants. On a souhaité prendre également en compte les risques environnementaux spécifiques. Comme elle l'a dit tout à l'heure, la qualité de l'eau, la qualité de l'air, l'habitat, l'urbanisme sont également des facteurs à prendre en compte dans la réduction des inégalités sociales de santé. Il faut également prendre en compte les territoires ruraux. On parle beaucoup des villes aujourd'hui, sauf qu'il y a des particularités dans les territoires ruraux, notamment en termes d'accès aux soins, notamment en termes d'isolement des personnes âgées. C'est pourquoi on a souhaité disposer d'un indicateur de défavorisation à une échelle très fine.
Ah, il y a un souci. J'ai dû appuyer au-dessus. C'est revenu en arrière. Ça revient en arrière. Ah voilà, il y a une flèche en bas. Donc au niveau territorial, on a souhaité repérer les territoires qui étaient les plus vulnérables socialement et donc d'agir en priorité dans les 35 cantons socialement très vulnérables. Il faut savoir que quand on a élaboré le schéma de prévention, on avait peu d'outils à disposition, donc on a travaillé sur cette méthode qui était de se concentrer sur ces 35 territoires. Depuis, l'Agence régionale de santé, et plus particulièrement notre département études et projets, a travaillé sur un indice de désavantage social qui a été développé à une échelle très fine, à savoir l'IRIS, et qui effectivement a été construit en prenant en compte le revenu, le niveau de formation, l'emploi, l'habitat et la situation familiale. Je ne me trompe plus. Voilà. Donc là, vous avez une carte où vous voyez apparaître donc les ronds bleus concernent les 35 cantons les plus vulnérables de la région PACA. Et ensuite, vous avez en couleur orangée l'indice de défavorisation qui a 5 classes. La classe 5, la plus foncée, représente les territoires les plus désavantagés. Une des choses rassurantes, c'est qu'on voit qu'il y a une certaine concordance entre les 35 cantons les plus vulnérables et les territoires désavantagés au regard de l'indice de défavorisation. Vous pouvez voir sur cette carte que finalement les poches de grande précarité, elles se situent essentiellement dans les centres urbains et que, hormis quelques exceptions, on voit que le milieu rural est plutôt en situation intermédiaire. Décidément, je veux que ça aille dans ce sens-là. Alors ensuite, on a défini un ensemble de mesures pour mettre en œuvre le schéma régional de prévention. Tout d'abord, on a chaque année un appel à projet pour les 5 plans d'action populationnels de ce schéma. Pour chaque plan d'action, il y a un cahier des charges très précis qui est annualisé, qui permet de définir pour chaque objectif, les populations ciblées, les territoires à cibler en priorité. C'est notre feuille de route affinée pour la mise en place de notre programmation. Par ailleurs, on continue à soutenir de façon significative les centres de ressources. Alors, c'est quoi les centres de ressources pour une politique de prévention? Ce sont des structures comme le CRES, les CODES, le CRIPS, SIDA Info Service, l'ORS, bien entendu, mais également le CISPACA et SIDA Info Service. On a vraiment besoin de ces structures pour mettre en œuvre la politique régionale de prévention. C'est vraiment notre noyau dur structurant sur cette politique. Par ailleurs, on a eu une hésitation au moment du schéma en se disant qu'il fallait peut-être agir effectivement sur les territoires les plus défavorisés, lutter contre les inégalités de santé. C'est ce qu'on a fait, c'est là où on met notre force de frappe. Néanmoins, on s'est rendu compte qu'il y avait certains territoires qui avaient plutôt des indices finalement favorables. Néanmoins, on avait des communes, des collectivités, des acteurs qui souhaitaient faire des choses en prévention. Et donc, pour ne pas supprimer ces initiatives intéressantes en prévention, on a également une ligne qui s'appelle le soutien aux dynamiques territoriales. Enfin, c'est notre côté un peu novateur, grâce à la mission Recherche et Développement en Santé publique de l'ARS qui est portée par le Dr Gérard Coruble. On a un appel à projet spécifique, Action innovante, qui est centré sur les inégalités sociales de santé, qui a pour but de soutenir des initiatives de terrain qui doivent faire appel à la recherche. Roland Sambuc parlait tout à l'heure des questions de l'efficacité des données probantes. Voilà, on souhaite associer les acteurs de terrain au domaine de la recherche pour un peu mieux valoriser un certain nombre d'actions de prévention. Sachant que depuis 2014, on a étendu cet appel à projet à la situation des parcours. Alors, je vais vous parler bien entendu de la question des financements. Les financements, il ne faut pas se cacher, c'est le nerf de la guerre. C'est très très important en termes de prévention. Depuis un peu plus de 2 ans, on dispose au niveau des agences régionales de santé du FIR. Le FIR, c'est le Fonds d'intervention régional. C'est un véritable outil au service de l'agence pour financer un certain nombre de dispositifs et en l'occurrence financer des dispositifs de prévention. On a fait le choix, de façon très volontariste, en 2013 et en 2014, de redéployer des crédits FIR qui n'étaient pas initialement alloués au titre de la prévention et qu'on a redéployés au titre de la prévention. Ce qui fait qu'il y a 1 an, si on s'était parlé à ce moment-là de l'année, on était tous très inquiets. On avait des budgets de prévention qui étaient clairement en baisse, ce qui était plutôt paradoxal à un moment où on a annoncé une stratégie nationale de santé. Je sais que tous les acteurs, y compris du monde associatif, se sont beaucoup mobilisés, sont beaucoup intervenus auprès de la ministre. Et donc, on a eu des redéploiements de crédits qui ont permis de revenir à un niveau plus honorable et plus juste aussi et légitime de la prévention, à savoir un budget quand même de 16 millions d'euros en région PACA.
En sus de ces 16 millions d'euros, je souhaitais quand même citer qu'on a 4 millions d'euros qui sont alloués au financement de consultations de dépistage anonyme et gratuit, les CDAG hospitalières. Il y en a 9 en région PACA pour l'instant. Et à l'éducation thérapeutique du patient. On est une région qui est assez dynamique sur le sujet. On a 260 programmes autorisés sur la région et on souhaite continuer à développer cet axe. Alors, de façon un petit peu plus précise sur les financements prévention, promotion de la santé, on a eu 8,5 millions d'euros qui sont sur les appels à projets de nos plans d'action. Donc, vous voyez clairement que le programme le plus financé, c'est le PRAPS, ce qui est logique, puisque je vous ai dit en introduction, notre objectif, c'est la réduction des inégalités sociales de santé. On est une région qui se caractérise énormément par le poids de la précarité, donc le PRAPS est un budget important pour nous. On a également un programme important qui est celui des enfants, des adolescents et des jeunes avec 2 millions d'euros, puisque bien entendu, en prévention, il faut agir de façon précoce. J'ai également mis le montant qui est alloué au dépistage organisé des cancers, pas grâce au taux de participation particulièrement honorable que nous avons dans la région, puisqu'on est une région qui cumule encore beaucoup de freins sur les participations au dépistage. On a encore beaucoup d'efforts à faire en la matière. Néanmoins, notre objectif est là aussi de réduire les inégalités sociales d'accès au dépistage. Alors, je voulais dire aussi que ce schéma de prévention, c'était effectivement notre cadre de référence. Il structure la politique régionale de prévention, mais il n'est pas sclérosé. On a fait une analyse précise en début du schéma. Notre schéma, il se termine en 2016. Il est là pour 5 ans. Néanmoins, on a souhaité avoir un bon état des lieux au début pour avoir une planification sereine et pas le fait qu'on recommence chaque année de nouvelles priorités et de nouveaux objectifs. Par contre, on a souhaité que ce schéma soit dynamique et donc fin 2013, les pilotes régionaux, en lien étroit avec les délégations territoriales de l'ARS, ont fait ce qu'on appelle une analyse à mi-parcours pour dire, bon, on avait défini ça comme cible à atteindre, aujourd'hui on en est là, il y a encore pas mal de besoins à couvrir, mais quels sont les besoins prioritaires sur lesquels il faut donner peut-être un petit coup d'accélérateur. Alors, étant donné qu'on est sur une journée dédiée aux familles, il a semblé quand même important de vous illustrer peut-être 2 plans d'action. Alors, les 2 plans d'action les plus pertinents au vu du sujet de la journée, c'est tout d'abord, bien entendu, le plan à destination des enfants, des adolescents et des jeunes, qui cible les 6-25 ans, qui est piloté au niveau de l'ARS par Jasmine Moretti et Nicole Biroglio. Donc, sur ce plan, on a 6 objectifs opérationnels. Le premier objectif opérationnel, c'est d'améliorer l'accès à la prévention bucco-dentaire, au dépistage et à la prise en charge des troubles spécifiques des apprentissages et des troubles psychomoteurs. Alors, je ne vous cache pas que sur ce sujet, on a encore de grandes marges de progression en région PACA, on a encore de grandes difficultés. Un deuxième axe, c'est évidemment le repérage et la prise en charge de la souffrance psychique et de la crise suicidaire. Vous savez qu'entre 15 et 24 ans, les suicides sont à l'origine de 13% des décès. C'est vraiment un vrai problème de santé publique. Et donc, on a décidé de renforcer par un programme régional de formation sur le repérage de la crise suicidaire. Évidemment, le sujet n'est pas nouveau, c'est tout ce qui est prévention dans le domaine des addictions, l'usage des produits psychoactifs, les conséquences des addictions sur les jeunes, et donc là aussi, on ne lâche pas le morceau. Ensuite, on souhaite promouvoir des facteurs de protection et de connaissance en santé, promouvoir des actions pour améliorer la vie affective et sexuelle, c'est tout ce qui est le domaine de la contraception notamment, et prévenir les maladies chroniques. De façon un peu plus détaillée, ça a représenté 2 millions d'euros en 2014, 156 actions et 86 promoteurs. Par ailleurs, de façon peut-être un petit peu plus politique, on a ce qu'on appelle au niveau de l'agence une commission de coordination des politiques publiques de santé dans le domaine de la prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la PMI. C'est ce que prévoit la loi. Donc, fin 2014, on a souhaité se pencher un peu plus précisément sur le sujet des addictions, avec l'aide de l'ex-DAD Étienne Zurbach en l'occurrence, et donc de travailler sur cet état des lieux, de la prévention, mais également du soin et du médico-social sur le sujet des addictions, avec comme objectif finalement d'optimiser la synergie des politiques publiques, des différentes institutions qui concourent et qui travaillent sur le sujet des addictions chez les jeunes. On a également un partenariat historique avec l'Éducation nationale pour les projets en milieu scolaire.
Comme l'a dit Anne-Marie Autant tout à l'heure, on travaille maintenant depuis plusieurs années avec le Conseil régional sur les sujets comme la contraception. On cofinance ensemble notamment le numéro vert contraception IVG. Il y a eu encore 3300 appels l'année dernière sur cette plateforme, qui est vraiment un vrai soutien notamment pour les jeunes en termes de contraception. Par ailleurs, sous l'égide de la préfecture, puisqu'on a parlé beaucoup de politique intersectorielle, on contribue totalement à une stratégie interministérielle jeunesse. Donc là, on est finalement, qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes de la région PACA? Et nous, on apporte notre petite pierre dans le domaine de la santé pour vraiment avoir une logique de cohérence, de décloisonnement et de synergie entre les différentes politiques. Et enfin, je l'ai écrit là, vous avez vu, on a plus de 150 projets à destination des jeunes. On a soutenu en fin d'année dernière un projet très innovant, régional, sur la prévention des cyberdépendances à destination des jeunes en lycée, en collège, mais également des parents, des professionnels de santé. Vu que vous êtes représentant d'associations familiales en majorité, vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas éviter le fait que nos enfants soient en contact direct avec un ordinateur, une tablette, en tout cas les miens le sont, avec un gamepad, une Game Boy ou ce genre de choses. Alors ça, c'est normal, c'est la société, c'est l'évolution des jeux. Et finalement, avec cette structure, avec ce projet régional, c'est savoir quelle est la limite aujourd'hui pour savoir quand finalement l'usage devient problématique. Qu'est-ce qui est normal dans la société d'aujourd'hui et quand à un moment donné les parents doivent s'alerter, repérer des signes, se dire que leurs enfants se désociabilisent, qu'il y a vraiment un problème dans une consommation addicte, on va dire, au jeu. Alors le deuxième plan que je vous présente, c'est le plan à destination des femmes enceintes, des parents et de la petite enfance. Sur ce sujet, en fait, au niveau de l'agence, il est piloté par Lucie Bacchioni et Hervé Meur. L'objectif, c'est bien entendu d'agir dès le plus jeune âge, c'est capital pour réduire les effets négatifs des inégalités socio-économiques sur la santé. Donc là, effectivement, il faut intervenir dès la grossesse, sur la femme enceinte, bien entendu. Là-dessus, effectivement, encore beaucoup de travail à conduire auprès de cette population. Tout au long de la période néonatale et puis bien sûr pendant la petite enfance, et enfin auprès des parents, bien entendu, de la petite enfance, donc entre 0 et 6 ans. Il faut savoir qu'en région PACA, le taux de pauvreté infantile, il est quand même de 28%, alors qu'il est de 22% en métropole, donc on est vraiment une région qui est caractérisée par un taux de pauvreté infantile important, et ce d'autant plus dans les Bouches-du-Rhône où on atteint 31%. C'est pourquoi en 2014, plus d'1 million d'euros ont été alloués pour financer des actions de prévention. Mais là aussi, on est clairement sur un programme, comme je vous disais, en pleine extension. De façon plus précise, pour illustrer quelques dispositifs qui sont soutenus dans la région PACA, on a Evalmater. Alors là, c'est un partenariat là aussi historique qui date du PRS Jeunes, pour ceux qui connaissent, qui a été établi avec l'ORS, avec les conseils généraux, et qui permet d'avoir un suivi assez précis finalement de l'état de santé des enfants de 4 ans. On a décidé au niveau de l'agence de soutenir un projet très innovant, régional, porté par le réseau Périnatalité, qui est le dépistage de l'accouchement prématuré par mesure échographique du col de l'utérus chez les femmes enceintes asymptomatiques. Alors ce projet, là aussi, prend en compte la réduction des inégalités de santé avec des actions complémentaires de prévention-promotion de la santé et en ciblant en priorité les territoires défavorisés. Par ailleurs, on avait une action effectivement qui est pilotée par Daniel Marquis et qui permet de suivre l'indice de masse corporelle chez les enfants de maternelle depuis plusieurs années, avec un partenariat important avec l'Éducation nationale et avec certaines collectivités. Donc, elle avait permis d'aboutir à une étude très précise pour dire que dans certains territoires, on avait des IMC qui pouvaient être quelque peu alarmants. Et donc, on est passé à la phase 2. Puisque après l'étude vient l'action normalement, et donc a été lancé un programme triennal d'éducation nutritionnelle à destination d'enfants de classe maternelle, en l'occurrence 3800 enfants, à peu près 150 classes, et donc le côté opérationnel va débuter là dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Par ailleurs, il est important en prévention-promotion de la santé de travailler sur le développement des compétences psychosociales. On a un programme en région qui a été repris en région PACA, puisqu'il ne vient pas de la région PACA à la base, c'est le PRODAS, avec notamment, nous on soutient 8 actions dans les écoles maternelles de Marseille,
C'est une méthode de développement qui est basée sur l'expression du ressenti des enfants, avec pour objectif améliorer l'estime de soi, la confiance en soi, les relations avec les autres, tout ça sans conflit, sans violence. Donc là-dessus, c'est vraiment un axe de travail qu'on souhaite amplifier, tout comme le soutien à la parentalité, bien entendu en étroite collaboration avec vous. Et enfin, pour terminer, quelques perspectives un peu innovantes. Alors, ces perspectives, bien entendu, je vais n'en citer que 2. Ce n'est pas pour autant qu'on arrête tout ce qu'on a cité précédemment. Bien entendu, on continue. C'était juste pour vous citer peut-être de nouvelles perspectives, de nouvelles pistes d'action qui vont nous occuper ces prochaines années. Tout d'abord, les données probantes en promotion de la santé. Le schéma régional de prévention, lors de son élaboration, faisait déjà référence au recours aux données probantes pour sa mise en œuvre. En termes de définition, c'est quoi les données probantes? Alors, il y a Linda Cambon qui a donné une définition. C'est l'utilisation d'informations issues de la recherche et des études systématiques qui permettent d'identifier les déterminants et les facteurs qui influencent les besoins de santé, ainsi que les actions de promotion de la santé qui s'avèrent les plus efficaces pour y remédier dans un contexte et une population donnée. Alors, il faut voir que ces données, elles sont de plusieurs types. Ça peut être des données scientifiques, ça peut être des données contextuelles, mais également des données expérientielles. Pour nous, là, il y a vraiment un enjeu de crédibilité. Tout à l'heure, Roland Sambuc l'a cité, on a en prévention, j'ai envie de dire, comme un couperet constant qui est: est-ce que vous êtes sûr que c'est efficace que ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sûr que ça sert à quelque chose? Donc, travailler sur les données probantes, c'est pour nous renforcer une légitimité à intervenir de façon de plus en plus précoce en prévention. L'idée derrière les données probantes, c'est d'avoir des actions probantes, c'est-à-dire la transférabilité des actions qui marchent, qui ont réussi et qu'il faut reproduire. On a donc, en termes de perspective, l'idée peut-être d'une recherche-action en implémentation sur un objectif d'un des programmes ou d'un des plans d'action de notre schéma. Donc c'est finalement d'étudier plus précisément les conditions, les méthodes qui ont favorisé la mise en œuvre d'une action et qui ont donné tel ou tel résultat. Et enfin, je terminerai par ce qu'on appelle communément aujourd'hui la prévention médicalisée. Notre direction générale a défini 9 objectifs stratégiques comme feuille de route pour les prochaines années. Parmi ces objectifs, il nous a demandé de développer la prévention à l'hôpital, en maison de santé et en médico-social. Faire que la prévention soit instillée, y compris dans ces domaines où ça ne vient peut-être pas aussi naturellement que dans les nôtres. Donc, on souhaite que les acteurs de soins deviennent également des acteurs de prévention. Alors attention, je modère mon propos, beaucoup d'acteurs, beaucoup de professionnels de santé aujourd'hui font déjà de la prévention. On le voit, c'est dans le système de soins, dans le dispositif de santé publique. On a mis là la médecine du travail, la médecine scolaire, la PMI, bien entendu. Ça, ce sont des pratiques qui existent déjà depuis un certain nombre d'années. Mais on souhaiterait que les professionnels de santé puissent de plus en plus, en étant formés, en étant accompagnés, en étant soutenus, recourir à des techniques de prévention comme le counseling, qui a beaucoup été utilisé au moment de l'épidémie de sida, de l'incitation au dépistage, notamment si on parle des dépistages organisés des cancers colorectal et du sein. Il est important que le médecin puisse orienter ses patients vers ces pratiques de dépistage. La promotion de comportements sains. Alors, je citerai uniquement peut-être, évidemment, l'arrêt du tabac, avec le conseil minimal tabac, les pratiques en termes de consommation d'alcool. On retrouve évidemment la vaccination, peut-être le plus facile, le plus simple pour un professionnel de santé en termes de pratiques de prévention, même si on constate qu'on a encore des départements, notamment au niveau des départements alpins, où on a certaines réticences, y compris par les professionnels de santé, à rentrer dans le dispositif de vaccination. Et enfin, la chimioprophylaxie, pour parler plus communément, l'antibiothérapie. C'est pourquoi en 2015, on souhaiterait au niveau de l'agence construire une sorte de guide de cadrage, pas de cahier des charges, mais qui serait un soutien pour vraiment impulser la prévention en maison de santé, pour aider les professionnels de santé vraiment à développer des pratiques de prévention plus intégrées, plus systématiques, qui soient en eux, mais qui soit également avec tous les partenaires associatifs qui œuvrent en prévention pour qu'on ait vraiment une complémentarité, une synergie, et tout ça en faveur de la prévention. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à rejoindre M. Sambuc à la tribune. Merci.
J'en profite, je fais un point d'information, on fait de la prévention en direct pour pas qu'on reparte tous avec un rhume ou un coup de froid. Le chauffage vient d'être augmenté dans la salle. Voilà. Alors, c'est le moment des questions. On va prendre une dizaine de minutes pour des questions. Donc, si vous voulez vous exprimer, je vous donne la parole. Donc, soit pour l'intervention de M. Sambuc sur les concepts, soit sur ce que vient de nous présenter Mme Loquet sur la mise en œuvre sur le terrain du schéma régional de prévention. Alors, Madame Armando, allez-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai peut-être 3 questions. Première question, vous avez parlé tout à l'heure en termes de dépistage et de prise en charge des troubles spécifiques des apprentissages et des troubles psychomoteurs, une difficulté en termes de dépistage. Et c'est ça, hein, voilà, je voulais savoir si vous pouviez un petit peu prolonger ce point, puisqu'on a l'impression, enfin moi notamment j'interviens aussi dans les écoles, on a effectivement l'impression que c'est un sujet qui est présent de manière, on a l'impression, de plus en plus forte. Deuxième point, parce qu'effectivement vous avez soulevé ma curiosité concernant la parentalité. Et j'aurais aimé que vous puissiez illustrer, si vous en avez des exemples, en quoi l'ARS soutient les parents, et est-ce que vous avez un ou 2 projets éventuellement à nous présenter. Et autre point, quand on parle de prévention, et notamment quand vous indiquez le fait que, j'ai bien compris que c'était déjà le cas, mais qu'il fallait que ça s'amplifie, que les professionnels de santé, notamment les médecins, soient de plus en plus partie prenante dans la prévention. Et moi qui suis d'un département montagnard, rural et montagnard, donc avec quelquefois des difficultés d'accès aux médecins, soit parce qu'il n'y en a plus, soit parce qu'il y a des grandes files d'attente. Donc là, voilà, la question c'est de lier les deux et de se dire, mais est-ce que c'est vraiment des missions qui ne sont pas que des grands mots et qui vont être difficiles à mettre en place, mais même dans les grandes villes, je sais que ça peut être aussi une difficulté d'un accès régulier, notamment à son médecin de famille, qui, me semble-t-il, pouvait être la cheville ouvrière de cette prévention. Merci. Oui. Alors sur le premier point qui était effectivement la question du dépistage des troubles psychomoteurs, alors oui, il y a encore sûrement du retard au dépistage, mais le point sur lequel on doit encore beaucoup travailler, c'est dépister, c'est bien, mais quelle prise en charge derrière? Et en fait, c'est plus sur ça, effectivement, je crois que j'avais une prise en charge, mais vous mettez le doute maintenant. Effectivement, voilà, on a quelques difficultés, en fait, c'est bien de repérer, mais si après on laisse les familles seules avec un problème qui maintenant est identifié et qu'on n'a pas une solution à leur apporter, et donc c'est là où au niveau de l'agence, où on est censé travailler en transversalité, y compris avec nos collègues du soin, on sait qu'on a beaucoup de marge de manœuvre pour permettre, derrière ce dépistage et ce repérage précoce, une prise en charge adaptée de proximité, parce qu'on se rend compte que notamment sur certains territoires, en termes d'accessibilité, y compris pour des orthophonistes, tout ça, il y a une vraie difficulté. Donc c'est là où on a plus de marge de progression à avoir, c'est sur la relation entre dépistage et prise en charge opérationnelle. Sur le deuxième question, oui, c'était des exemples sur le soutien à la parentalité. Donc là, effectivement, on a encore du travail. On a notamment une action qui se situe au niveau des Alpes-Maritimes, qui est le programme SFP, et qui a été développé par le CODES 06 par Madame Röring, et qui est vraiment sur un travail de soutien à la parentalité, quelle posture des enfants, des parents effectivement par rapport à leurs enfants, ce genre de choses, vraiment une aide et un soutien à la parentalité. C'est un programme qui est national, qui a été soutenu par l'INPES, qui a été expérimental sur les Alpes-Maritimes, qu'on va soutenir maintenant en région PACA et qui devrait s'étendre, avec même la conception d'un DVD sur le soutien à la parentalité, avec des postures, des scénettes qui expliquent mon enfant fait ça, comment je réagis, quelle empathie, quelle posture, je l'ignore, je lui parle, voilà, ce genre d'initiative. Mais là-dessus, effectivement, on a aussi encore pas mal du travail sur le soutien à la parentalité. Et enfin, votre dernière question, oui, c'est un vrai enjeu, effectivement, vous avez raison. Déjà, les professionnels de santé, ce qu'ils nous disent, c'est qu'effectivement, ils sont tellement occupés par le soin, quand ils ont effectivement une salle d'attente avec 30 personnes qui attendent tout l'après-midi, faire de la prévention, c'est parfois délicat, même si,
alors hormis l'exemple effectivement que vous citiez parfois dans certains départements alpins, où on est quand même une région où il y a un certain nombre de professionnels de santé qui est conséquent par rapport à d'autres régions de France. Mais je crois que c'est plus un objectif, j'ai envie de dire, à long terme, qui est de se dire finalement la prévention, c'est pas juste une préoccupation des acteurs associatifs qui ont bien occupé le terrain aujourd'hui. Si on veut vraiment aller sur une démarche plus intégrée de prévention, comme on retrouve plutôt au Canada, il faut aussi que les acteurs de soins prennent en charge cette prévention. Alors c'est vrai que dans un premier temps, c'est pour ça qu'on a plutôt parlé effectivement des hôpitaux, notamment des hôpitaux locaux, dont certains sont en reconfiguration. On a plutôt parlé des maisons de santé, qui sont effectivement dans une démarche qui, dans leur projet, parle de prévention, plutôt peut-être que le médecin lambda, j'ai envie de dire, qui est déjà isolé et qui a déjà fort à faire effectivement en termes de soins. Mais on a quand même une finalité à 10 ans qui serait de vraiment d'impulser la prévention, y compris auprès des acteurs de soins. Merci. On va prendre la question de Monsieur Le Carpentier. Oui, donc moi je suis Michel Le Carpentier, donc c'est à la fois URAF, UDAF et aussi CISPACA, donc collectif interassociatif sur la santé. Et on commence à regarder un peu la prévention, les questions de prévention un peu d'une autre manière, en tout cas d'un autre point de vue. C'est-à-dire que finalement on se dit qui est-ce qu'on rencontre comme professionnel de la santé au quotidien. On rencontre au moins 3 types de professionnels. On rencontre les infirmières. Je les nomme comme ça parce qu'elles sont majoritairement, en tout cas, ce sont majoritairement des femmes, les généralistes et les pharmaciens. Et on se dit que finalement, que ça soit qui que ce soit dans la population et aussi très fortement les personnes âgées, ces professionnels de santé, finalement, on pourrait leur donner des actes en matière de prévention auprès des personnes, puisque alors ça veut dire que c'est un changement, c'est bien évidemment pas l'ARS qui va pouvoir faire ça, en tout cas pas toute seule, ça doit dépendre aussi de l'État et de la réorganisation, c'est-à-dire que par exemple quand on en discute avec les généralistes, ils nous disent pourquoi pas, mais il y a des conditions pour que ça se passe, ça veut dire qu'il faudrait identifier par exemple, au moins en tout cas pour la prévention primaire, un acte par an, identifié, financé spécifiquement. Et puis, voilà, et donc on pourrait un petit peu avancer. La même chose, et puis eux, il faudrait qu'ils se forment aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément aussi la connaissance permanente et continuelle, donc il y a un peu de l'idée quand même de la formation continue. Idem pour les pharmaciens, idem pour les infirmières, mais en tout cas, je dirais, il serait quand même intéressant en matière de prévention de partir de ces professionnels, finalement, qu'on rencontre quotidiennement. La question des maisons régionales de santé est importante parce que finalement, elle prend en compte les différents professionnels de santé et donc c'est effectivement l'occasion dans cette nouvelle organisation de pouvoir amener de la prévention. Alors il y a 2 types de maisons, vous avez parlé des MSP, enfin maisons de santé pluriprofessionnelles, mais il y a aussi les maisons régionales de santé. Et puis il y a un autre type d'offre qui est en train d'émerger, c'est ce qu'on appelle le parcours de santé avec des structurations assez importantes, je sais que l'ARS suit ça. Et puis les HAD, par exemple, l'hospitalisation à domicile. Donc il y a des endroits quand même où il faudrait arriver à faire venir la prévention. Voilà, mais il faut l'identifier, il faut probablement réfléchir au financement, même si on ne saura jamais quelle économie ça nous fait faire. Mais peu importe, on sait bien au bout d'un moment que la prévention, c'est de toute façon gagnant sur l'avenir. Donc il faut peut-être aussi arrêter de se freiner par rapport à cette question de coût. Voilà, ça c'était la première partie. La deuxième partie, moi quand même, ce qui m'inquiète aussi au titre des familles, c'est l'affaiblissement de la présence des infirmières dans les lycées et dans les collèges. Je sais qu'on partage ça très largement avec l'éducation nationale, pour en avoir souvent parlé avec eux. Mais cette absence d'infirmières, par exemple, en permanence dans les lycées et dans les collèges, c'est vraiment préjudiciable, en tout cas en matière de prévention, voire d'action immédiate et rapide, et c'est vraiment dommageable en tout cas pour la santé des jeunes. Merci. Madame Gariel, vous aviez une question? Oui, merci. Alors moi, je m'exprime en tant que présidente de l'Union départementale des associations familiales du Var, mais là, je voudrais prendre la parole en tant que mère de famille et grand-mère sur le quotidien des familles et de leur santé, avec une petite remarque d'ordre sémantique. Les familles, elles vont voir leur médecin traitant. Il traite une pathologie. C'est presque devenu un peu un technicien. Autrefois, il s'appelait médecin de famille.
il se déplaçait, il connaissait les familles, il connaissait son territoire, il connaissait l'environnement, et la prévention, il la faisait tout naturellement à travers ses visites. Voilà, donc moi je m'interroge toujours beaucoup sur cette sorte de transformation, ce décalage, déplacement de ce cœur de la santé que représente le médecin, autrefois de famille et maintenant traitant, quelle que soit l'appellation, surtout sur la façon dont il travaille, la façon dont il agit auprès des familles. Apparemment, il est peut-être moins près des familles qu'il n'était autrefois. Alors, il y avait monsieur qui souhaitait prendre la parole. Oui, Henri Le Goff, directeur régional de l'APF, l'Association des paralysés de France. Un petit point de sémantique, à mon avis. Dans le discours, on entend à un moment parler de soins, à un autre moment de santé. Voilà. Professionnels de soins, et on parle de santé à d'autres moments. Donc, soyons bien clairs, et je crois que le professeur, tout à l'heure, l'a introduit de manière assez précise. La santé va au-delà du soin. C'est bien tous les champs compris aujourd'hui dans la loi Hôpital, Patient, Santé, Territoire de 2009 qui sont intégrés, à savoir effectivement le secteur sanitaire, le secteur médico-social, la prévention, au moins. Donc, quand on parle de perspective, de ce qui était dit, de faire que tous les professionnels de santé, de la santé en tout cas, deviennent des agents de prévention ou intègrent la prévention dans leur pratique, j'ai tendance à dire que oui, et vous l'avez très justement dit, madame, tout à l'heure, c'est déjà pratiqué dans nombre d'endroits. Mais maintenant, pour le développer, première question, oui, c'est une intention, mais comment, sur quoi prioritairement, et où ça va se traduire, parce que c'est ça qui intéresse. Puisque si on est tous d'accord sur l'intention et le vœu pieux, il faut que ça se transforme en réalité et en pratique. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, et là, du point de vue de ma casquette plus du secteur du handicap, et je dirais aussi de la dépendance, c'est sans doute effectivement, et on l'a évoqué un tout petit peu au niveau des familles, médecins de famille, médecins traitants, le médecin qui venait dans la famille et on va chez le médecin pour le traitement de la situation, eh bien c'est la notion d'accessibilité universelle. C'est-à-dire que ça touche tout à la fois toutes les personnes en situation de handicap, toutes les personnes en situation de dépendance et effectivement toutes les personnes qui ont des difficultés, je dirais, d'accès socialement à la santé et aux soins. Puisque ça a été cité tout à l'heure dans les proportions, le rapport et la corrélation qui existe entre comment l'appartenance à une classe sociale ou à une CSP, et puis effectivement chez les enfants, l'exemple était pris sur l'obésité ou les soins bucco-dentaires. Donc qui était nettement plus présent, ces notions d'obésité étaient plus présentes chez les enfants appartenant à des classes sociales dites défavorisées. Donc c'est le cas aussi pour des personnes en situation de handicap. On sait qu'aujourd'hui l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap est excessivement difficile et excessivement compliqué, pour des raisons qui sont des raisons, d'accès, parfois, puisque effectivement les lieux ne sont pas accessibles pour les personnes physiquement ou sur d'autres types de handicap. Pour d'autres raisons, c'est que les professionnels ne sont pas formés, tout simplement, et ne savent pas faire, ne savent pas accueillir et appréhender la situation de handicap de la personne, et donc du coup approprier leur intervention pour effectivement à la personne qui se présente à eux. Donc l'accessibilité universelle de manière transversale dans tous les aspects de la santé. Merci. On prend encore 2 interventions. Donc il y avait monsieur Chaplet qui voulait prendre la parole et puis je la donnerai à madame pour finir. Oui, Jean Chaplet, administrateur de la CAF des Bouches-du-Rhône. Je voudrais revenir sur la parentalité. La parentalité qui est une notion dont on ne sait pas bien si elle relève du plan sanitaire ou du plan social. Souvent, on sépare le sanitaire et le social, mais je constate que
Ces notions de parentalité ont été mises en évidence dans un rapport ou dans plusieurs rapports de l'INPES et qu'elles sont mises en place ou financées aussi par le secteur social. Les CAF ont une ligne parentalité ou soutien à la parentalité importante. Cette ligne va doubler d'ici 2017. Voilà, ça c'est une première information. Deuxième information, nous sommes en train de mettre en place dans tous les départements, ça a été fait dans les Bouches-du-Rhône puisque nous étions un département expérimental, un schéma des services aux familles. Ce schéma des services aux familles a pour but, d'une part, de rapprocher les actions en direction de la petite enfance, notamment l'accueil du jeune enfant, et les actions en termes de parentalité, avec deux objectifs, simplifier les dispositifs et améliorer leur complémentarité, et lutter contre les inégalités sociales ou territoriales, ce qui est souvent la même chose, et faire en sorte que là où on a le moins d'actions, on développe de façon préférentielle et prioritaire les aides aux familles. Alors, dans ce cadre-là, nous avons signé en fin d'année dernière une convention et je pense qu'il serait très important que l'ARS puisse participer aux travaux de façon à mettre dès le plus jeune âge et dès la petite enfance un peu de santé, de promotion de la santé, de prévention dans les actions sociales. Et je pense que non seulement on aurait contribué à combler un peu ce fossé qui est en train de s'élargir, je constate au quotidien, entre le sanitaire et le social, mais également je pense qu'on aurait développé une action importante de prévention et de promotion de la santé en direction des familles et de la petite enfance. On va terminer avec vous, madame. Excusez-moi, je n'avais pas compris. Moi, je suis Madame Lelu, diététicienne nutritionniste. J'ai plus de voix, je m'excuse. J'ai déjà échangé avec ces dames de l'ARS sur un point. Donc, en tant que diététicienne nutritionniste, on a une part en tant que professionnelle de santé dans la promotion et notamment sur la nutrition. Et je voudrais sensibiliser les différentes associations de parents ici présentes sur le créneau du périscolaire qui a fait son apparition cette année plus particulièrement et qui est un créneau horaire que les mairies et les élus locaux peuvent utiliser pour justement promouvoir la santé et faire un travail de fond avec les enfants sur la prévention à l'obésité et en parlant de prévention au niveau de la nutrition notamment. Merci. Alors, je ne sais pas si, professeur Sambuc, vous voulez ajouter quelque chose ou Madame Loquet aussi. Sinon, on vous remercie encore une fois pour cette bonne présentation, ces données de cadrage. On va enchaîner. Vous avez dans vos dossiers différents documents. Il y en a un qui s'appelle « Finalité des observatoires ». L'autre, « Famille et prévention santé ». Donc, c'est ce qui va faire l'objet de la session qui suit. Donc, on va avoir une présentation des observatoires avec Madame Marie-Pierre Gariel, qui est présidente de l'UDAF du Var. Et ensuite, les résultats de l'enquête, Famille et prévention santé, vous seront présentés alors par Laurent Chiliot et Clémentine Bienfait, qui sont chargés d'études à l'UDAF des Bouches-du-Rhône. Et leurs résultats feront écho à ceux présentés par Hakim Boudaoud, qui lui est l'animateur du réseau national des observatoires des familles. Donc on fera une confrontation, alors pas trop violente, entre les résultats régionaux et les résultats nationaux. Merci. Merci. Mesdames et messieurs les membres des UDAF, mesdames et messieurs les membres des associations familiales, mesdames et messieurs les intervenants, mesdames, messieurs et chers amis pour certains. Depuis 70 ans, donc partout en France, l'Union nationale des associations familiales, les unions départementales et les unions régionales, qui sont bien des unions d'associations familiales organisées par la loi, représentent et défendent les intérêts de l'ensemble des familles.
Donc, dans ce cadre législatif qui les organise, eh bien, l'Union régionale des associations familiales de notre belle région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les 6 unions départementales de la région entendent contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques touchant à la famille, en complément des autres politiques, sur les plans à la fois départemental et régional. Pour ce faire, elles ont mutualisé leurs moyens dans le but de disposer d'une connaissance plus complète des conditions de vie des familles, de leurs besoins et de leurs demandes. Ainsi est né l'Observatoire régional des familles de la région. En quelque sorte, cet observatoire régional tout nouveau dans notre région, c'est la voix des parents en direct ou quasiment. Parce que ces observatoires réalisent des enquêtes qui permettent de recueillir des informations précises, objectives et scientifiquement, vous allez le voir, sur les réalités quotidiennes des familles, que ce soit en termes de pratique ou en termes de ressenti ou d'opinion. Donc, à l'échelon de notre région, cet observatoire, cette première enquête s'intitule donc « Famille et prévention santé ». Je signale dès maintenant que les résultats de l'observatoire sont accessibles sur le site de l'URAF, de l'Union régionale des associations familiales. N'hésitez pas à aller le consulter. Donc il va vous être présenté aujourd'hui, mais en quelques mots, de quoi s'agit-il à travers cet observatoire? Il s'agit d'observer pour mieux connaître la situation des familles, son évolution, les besoins, afin de pouvoir y apporter des réponses adaptées. L'URAF devient ainsi productrice de connaissances au lieu de dépendre des connaissances externes pour apporter des réponses. Mais c'est également observer pour mieux représenter, puisque la représentation des familles est une des missions essentielles des unions d'associations familiales. Les résultats des enquêtes constituent un apport de connaissances, une plus-value qui alimentera les propositions et les réflexions menées par les institutions de la région. Et ensuite, enfin, observer pour partager une connaissance et un outil de travail avec tous les acteurs locaux, notamment le Conseil régional, l'ARS, que vous avez entendu tout à l'heure. Ce sont des partenaires tout à fait logiques sur ce thème-là. Cet observatoire est construit avec une double finalité. En interne, d'abord dans notre réseau des unions départementales, régionales et nationales, l'observatoire est destiné à construire, modifier, organiser, s'approprier une réflexion sur les familles, et donc du niveau national au niveau départemental, afin de définir les axes d'une politique familiale. Et nous, les familiaux, nous insistons sur ce terme de politique familiale complémentaire d'une politique sociale, parce que ça n'est pas tout à fait la même chose. La réalisation d'études doit également permettre aux représentants nombreux, très nombreux bénévoles qui sont désignés par l'Union régionale et par les unions départementales de la région pour siéger dans des tas d'organismes, que ce soit auprès de la CAF, aussi auprès de la MSA, mais dans de très très nombreux domaines, au niveau des CCAS également, des communes. Ces représentants vont pouvoir s'appuyer sur des données précises pour faire en sorte que leurs paroles apportent une vraie valeur ajoutée par rapport aux idées, parfois aux idées reçues ou parfois aux idées qui sont fortement ancrées mais qui finalement ne correspondent pas vraiment à la réalité. Et en externe, si j'ose dire, les résultats de l'enquête ont forcément vocation à être partagés avec l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine concerné. Aujourd'hui, c'est la santé, de manière à les sensibiliser aux situations décrites par les familles, aux opinions exprimées, faire en sorte que les éléments de connaissance issus de l'enquête alimente la réflexion plus large de tous les acteurs concernés. J'ajouterai que cette démarche est vraiment scientifique, c'est une démarche d'observation, d'analyse et de synthèse qui a été effectuée à partir d'un échantillon représentatif de 3000 familles par département issus des fichiers CAF, avec la collaboration des services de l'UDAF des Bouches-du-Rhône et de l'UNAF, que je remercie déjà pour le travail accompli pour vous présenter les résultats qu'ils vont vous donner juste après moi. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction pour que vous compreniez un petit peu quelle était cette démarche innovante, en tout cas dans la région, de l'Observatoire régional des familles. Et sans attendre, je vais donc passer la parole à ceux qui vont vous présenter à deux voix nos résultats.
les résultats de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les résultats nationaux, donc par les représentants de l'UDAF des Bouches-du-Rhône d'une part et puis de l'UNAF d'autre part. Je vous remercie. Bonjour, je vais mettre le PowerPoint. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Laurent Chiliot, je suis chargé d'études à l'Observatoire départemental de la famille des Bouches-du-Rhône. On a été missionné avec Clémentine Bienfait, qui est également chargée d'études à l'UDAF des Bouches-du-Rhône, de réaliser donc, cette première enquête de l'Union régionale des associations familiales et de son observatoire. Donc c'est la première enquête de cet observatoire. La décision a été prise, et ça nous paraît un peu plus simple à tous, donc de présenter non pas à 2 mais à 3 voix cette enquête, donc à 2 pour l'aspect régional. Donc je présenterai les données générales et Clémentine interviendra sur des données plus spécifiques au niveau de la région. À partir de variables qu'on a déterminées pour l'enquête. Et puis Hakim Boudaoud, qui est l'animateur du réseau national des observatoires de la famille au niveau de l'UNAF, interviendra pour justement mettre un peu de comparaison dans cette étude et donnera des résultats recueillis au niveau national. Juste 2 mots par rapport à l'observatoire et à l'enquête présente. Donc, enfin, Madame Gariel en a parlé, donc je ne vais pas m'étendre. Mais les observatoires des familles s'axent essentiellement sur l'aspect famille. Enfin, l'objet de ces enquêtes, c'est de mieux connaître les familles, leurs comportements, leurs habitudes. Donc, notre cœur de travail, c'est la famille. La famille avec également, en filigrane évidemment, tout ce qui est parentalité, tout ce qui est lien parent-enfant. Donc aujourd'hui, on parle de famille et prévention de santé. Pour d'autres études, qui j'espère se réaliseront par la suite, d'autres sujets seront abordés, éducation, logement, etc. Donc voilà, on n'est pas des spécialistes de la santé, plutôt des spécialistes de la famille. Voilà, donc merci d'en tenir compte. Donc je passe la parole à Hakim juste pour qu'il nous présente justement l'origine de l'enquête, puisque c'est une enquête qui s'inscrit dans un cadre national. Et je reprendrai la parole juste après pour entamer véritablement l'enquête. Bonjour à tous, alors je me présente, Hakim Boudaoud, donc j'ai en charge le réseau national des observatoires des familles à l'UNAF. Et parallèlement, enfin plutôt j'ai commencé et je suis encore à l'UDAF